Bonjour à tous. Ça fait grand plaisir de vous présenter un autre événement des points d'ancrage de 4.0. Donc aujourd'hui, on a trois personnes fantastiques qui vont nous parler de la cartographie des écosystèmes d'innovation en santé. Donc pour aller très rapidement, je vous les présente en rafale. Annie Passalacqua, que je connais bien, qui est mon étudiante de doctorat qui a été l'innovatrice en résidence au Québec. Elle étudie les écosystèmes d'innovation en santé. Ensuite, on a Patrick Cohandet, que je connais depuis plusieurs années, qui est un mentor extraordinaire pour moi-même et pour 4.0 en général. Et finalement, nous avons Pascal Beauchesne de Numana, qui est le conseiller principal transformation des écosystèmes d'innovation en santé durable, numérique et vieillissement. Et les trois vont nous parler des différents modes d'organisation et les mécanismes de gouvernance que les organisations d'intermédiation en innovation en santé mettent en pratique pour que la mayonnaise prenne, que la collaboration fonctionne. Donc, je vous laisse l'espace pour que vous puissiez présenter. Donc, tout ça a l'air de bien fonctionner. Donc, on a hâte de vous entendre. Excellent, merci. Merci Catherine, merci à tous d'être présents. En fait, on est très heureux de pouvoir effectivement partager ce qui se trame depuis plusieurs mois, on pourrait dire années aussi, là, dans le cadre d'un grand projet sur les intermédiaires d'innovation. Donc, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Évidemment, simplement parce que plusieurs d'entre vous ne me connaissent pas nécessairement. Merci Catherine d'avoir fait une présentation sur qui nous sommes. Puis je voulais juste préciser effectivement là, que les projets de cartographie s'inscrivent notamment avec le Mosaïque Pôle en management de la créativité et de l'innovation. Et c'est en lien aussi avec différents projets de recherche sur notamment là, les extraits intermédiaires des projets d'innovation qui sont en train de se faire. Donc, il y a un lien direct également avec mon doctorat en ce sens-là. Vraiment, pour mettre la table, il y a le titre de la conversation, parce que je veux réellement qu'à la toute fin, on puisse avoir réellement un temps d'échange. C'est de pouvoir clarifier, en fait, qu'est-ce qu'on entend par cartographie et qu'est-ce qu'on entend par écosystème d'innovation pour qu'on soit tous vraiment au courant là, des mêmes définitions, finalement. Donc, au niveau de la cartographie, ayez réellement en tête que c'est une vue holistique pour identifier des patterns de comportement, mais aussi des mécanismes, donc qu'on peut surveiller en fait en termes de connaissances sur un écosystème en particulier. Donc, ce n'est pas seulement une carte et l'identification d'acteurs au sein de l'écosystème, mais c'est aussi de comprendre les relations entre les différents acteurs de l'écosystème. Et donc, ça nous amène aussi à la définition de l'écosystème en soi, où est-ce qu'on le considère réellement comme un ensemble d'acteurs, mais aussi d'activités, d'artefacts également, qu'on crée en fait pour avoir un common ground au niveau de l'écosystème. Puis par la suite, c'est de comprendre les relations entre les différents acteurs de l'écosystème pour être en mesure de créer de la nouvelle valeur et d'en générer également des nouvelles. Donc, évidemment, on va aborder en fait 3 cas ou 3 projets de cartographie de façon très sommaire, mais qui vous permettrait d'avoir une idée en fait de comment conduire ces cartographies-là au sein d'un territoire, au sein d'un écosystème, d'un secteur industriel. Donc, c'est assez varié. Évidemment, on va passer par des fondements théoriques, mais aussi pratiques. Je pense que pour ceux qui me connaissent, je veux réellement que la recherche soit applicative, puis qu'on puisse réellement l'utiliser là, dans le cadre de nos activités. Donc, on va pouvoir effectivement passer à travers là, autant les types de cartographie, certains modèles existants, le rôle des acteurs. On va aussi faire un zoom un petit peu plus approfondi sur la démarche de 3 cartographies. Donc, avec les étapes, les 3 cas, la démarche et quelques recommandations. Et évidemment, je ne suis pas la seule qui va vous faire la présentation. Il y a également Patrick et Pascal. Puis, je vous invite en fait tous deux à réellement bonifier la présentation pour pouvoir ajouter des éléments là, en fonction de vos expériences respectives.
Donc, commençons avec le premier au niveau des fondements théoriques et pratiques des cartographies. L'idée de base, on a toujours en tête qu'une cartographie, c'est un visuel, hein. Donc, on peut parler d'une carte hiérarchique, d'une carte systémique, où est-ce qu'on va voir à ce moment-là un peu plus de structure, un peu plus de processus, puis de relations, en fait, dans le système même de l'écosystème, finalement. Ou encore, ça peut être un organigramme, donc évidemment une suite de décisions. C'est pas obligé d'être uniquement un organigramme de fonctions, donc on peut penser à un decision tree à ce moment-là. Et l'autre type qu'on pourrait aussi parler, c'est des cartes heuristiques, donc un petit peu plus des mind maps, des cartes conceptuelles en fait, où est-ce qu'on peut suivre l'évolution d'un concept avec différentes thématiques. Donc ça, on est habitué d'entendre un peu ces thématiques-là, mais je trouvais ça important de vraiment remettre ça comme introduction pour qu'on puisse voir à la droite les différents modèles existants. Et c'est les questions, en fait, qu'on se pose tout de suite, en fait, quand on commence un projet de cartographie, parce que c'est important de savoir comment qu'on va utiliser cette cartographie-là dans le cadre de nos activités, hein. Si on est un intermédiaire d'innovation ou un organisme, effectivement, dans un écosystème, on veut se poser la question sur comment qu'on peut le mettre en application par la suite pour pouvoir l'utiliser puis que le modèle devienne soit même une certaine base à notre modèle d'affaires ou encore des indicateurs pour s'assurer qu'on ait tous le même langage et une compréhension. Vas-y, Pascal, je viens de voir ta main levée. Ouais, merci Annie, merci de mettre la table, puis bonjour tout le monde, puis juste faire du pouce sur ce que tu viens de partager, tu sais, l'outil, tu sais, du modèle d'affaires. Pour Numana, anciennement, Grappe industrielle, aujourd'hui, on se positionne comme un macro-accélérateur des écosystèmes d'innovation et technologiques. Puis pendant longtemps, cet outil-là était quelque chose, était comme une chasse gardée dans les grappes industrielles. On ne partageait pas ça. Il y avait quelque chose autour de cet outil-là qui faisait en sorte que c'était la raison d'être, puis dans le modèle d'affaires des grappes industrielles. Puis on ne partageait pas ce type d'outil. Maintenant, nous, depuis notre nouveau positionnement, ben, c'est une obligation de partager des outils d'innovation comme celui qui est partagé ce matin. Puis, je voulais juste mettre ça en perspective, puis avec les acteurs avec qui on embarque et avec qui on est engagé dans les projets de cartographie, ben, ils ont embrassé tout de suite assez rapidement l'importance d'utiliser cet outil pour leur positionnement d'abord, pour se mettre à jour, puis décloisonner. Donc, c'est un outil pour nous qui est vraiment un bel outil de décloisonnement lorsqu'on veut vraiment connaître son environnement, puis comme Annie le mentionnait de manière là, holistique. Donc, je voulais juste partager, là, je conclue là-dessus, que nous, pendant longtemps, c'était quelque chose, ça a été un outil qu'on ne pouvait pas partager pour des raisons politiques. Là, on ne rentrera pas là-dedans ce matin, mais ça faisait partie des modèles d'affaires des grappes industrielles. Et aujourd'hui, ben, nous, c'est dans le modèle de partager des outils pour le développement de l'innovation. Voilà. Merci, merci Pascal. Puis en fait, justement, quand on regarde les différents modèles à la droite, ben, faut pas avoir uniquement en tête que c'est une carte avec des logos d'organisation. Je pense qu'on peut réellement se permettre d'aller creuser des dimensions, d'aller creuser en fait les processus, puis les relations. Donc, j'ai vraiment mis les numéros, là, par exemple, si on regarde la carte systémique, même si à prime abord, un écosystème, c'est des relations informelles, mais la carte systémique dans un écosystème peut aussi nous aider finalement à comprendre les différents processus qui la composent. Donc, c'était surtout de mettre la table effectivement avec les différents types de cartographie. On a aussi eu le plaisir, je ne sais pas si vous étiez présent lors d'un événement avec Numana, on a eu en fait une présentation sur le modèle MIND, donc le Federated Innovation Model. Et c'est réellement un nouveau type de cartographie, non pas nécessairement par le visuel, mais plus le mindset derrière, comme quoi on vient cartographier finalement un espace à l'innovation. Et donc, chaque maillon finalement de l'écosystème a différents processus. Et là, il faut comprendre que les processus ben, deviennent en fait différentes combinaisons de chaînes de valeur. Et donc, il faut comprendre finalement les acteurs se situent où sur cette chaîne de valeur-là. Donc, le modèle est intéressant ici parce qu'on voit une suite logique où est-ce que ça s'imbrique. En fait, on pourrait tout rétrécir. Je ne sais pas si vous voyez bien mon mouvement de main, mais on pourrait aplatir finalement l'ensemble de ces acteurs-là ou de ces profils, puis comprendre finalement quels sont l'ensemble des interactions entre chacun.
Donc, ça, c'était un nouveau élément que je voulais montrer. Puis celle-ci sort un peu là, de ce qu'on voit traditionnellement. Je pense que l'image que j'ai trouvée pour vous l'illustrer, c'est beaucoup plus basé sur des métiers. Mais gardez en tête que c'est le mindset, encore une fois, qui est intéressant ici. Où est-ce que dans un écosystème, mais au lieu de capter d'abord les rôles des différents acteurs, on pourrait plutôt capter les besoins. Donc, par exemple, si on va à la droite, on retrouve pilotage, gestion comptable, analyse et reporting, mais gardez en tête que ça pourrait être un besoin spécifique finalement que les end users, donc les utilisateurs des services de l'écosystème ou des problèmes ou des besoins spécifiques, on pourrait identifier l'ensemble de ces enjeux-là, de ces besoins, puis pouvoir capter avec les codes de couleur, les petits cercles, quels sont les acteurs qui adressent ces besoins-là. Et là, on pourrait voir des besoins manquants ou est-ce qu'il n'y a pas nécessairement d'acteurs qui adressent spécifiquement ces problématiques. Donc, ça viendrait capter finalement une autre façon de pouvoir cartographier l'ensemble des relations et des offres de services. On tombe maintenant dans les modèles. Donc, le premier modèle, évidemment, que vous avez sans doute entendu parler, c'est le modèle à hélice, donc autrement dit, le triple helix. Puis, évidemment, il y a beaucoup d'anglicisme dans la présentation parce que je veux m'assurer que vous ayez le terme exact qu'on retrouverait dans la littérature, mais aussi la traduction. Donc, bref, le triple helix, c'est réellement ce que vous allez retrouver là, si vous faites des recherches plus approfondies. Et donc, le Triple Helix, qu'est-ce que c'est? C'est réellement les trois profils d'acteurs qui collaborent ensemble pour des projets d'innovation notamment. Donc, on retrouve le gouvernement, le milieu académique avec des universités et le milieu industriel, donc avec des organisations de tout type. Évidemment, industrie, ça peut être aussi des organismes communautaires et c'est ça notamment qu'on va retrouver dans le cadre de la santé. Donc ici, ce qui est intéressant avec l'image, c'est qu'on voit notamment l'effet du temps. Et c'est donc de mener le point qu'il y a des transformations, des dynamiques finalement entre les différents profils, mais aussi entre les différentes organisations. Donc, un modèle comme ça vient illustrer finalement les dynamiques de l'écosystème, puis ça nous permet de pouvoir creuser encore plus les différentes structures sociales, mais aussi l'environnement contextuel dans lequel cet écosystème va se retrouver. Donc, on regarde l'image ici, on a le triple helix au centre, puis par la suite, on entend aussi parler de quadruple helix, quintuple helix, puis j'ai même vu des articles sur le entaple helix. L'idée, c'est qu'on ajoute finalement au triple helix, différents facteurs qui viennent influencer. Donc, on a le contexte de la société, ça peut être ici les citoyens, donc les utilisateurs, ça peut être les organisations communautaires également qui viennent finalement influencer aussi les modèles d'affaires des organisations, disons, plus privées. Puis, on a au niveau quintuple helix, davantage le contexte, donc au niveau de l'environnement. Alors, c'est une autre façon de l'illustrer pour venir capter qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Encore toujours ce même modèle de helix, on parle maintenant de néo-triple helix. Ici, c'est super intéressant parce que c'est une autre portée et ça m'amène justement à dire, oui, on a des rôles, on a des rôles spécifiques au niveau de l'écosystème, mais on a aussi des espaces. Et donc, les triple helix spaces, si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, mais ça donne l'idée en fait qu'il y a aussi d'autres niveaux d'acteurs, donc qui agissent en tant qu'espace de création de valeur. Donc, en plus de notre rôle, on peut effectivement avoir une posture en tant qu'organisation industrielle ou communautaire ou encore académique. On peut avoir une posture avec un rôle spécifiquement connu dans l'industrie, mais on peut aussi se permettre d'aller au-delà de notre rôle de par notre motivation, mobilisation de l'organisation ou en tant qu'individu, puis de pouvoir contribuer dans d'autres espaces de création de valeur. Et donc, à ce moment-là, quand il y a disons, une contribution diversifiée, on retrouve à ce moment-là un plus grand partage au niveau des connaissances et donc de l'innovation. Alors, de garder en tête que oui, il faut identifier l'ensemble des acteurs d'un écosystème, mais il faut aussi être capable d'aller chercher d'autres granularités qui viendraient finalement expliquer un peu quelles sont les communautés, quels sont les espaces de création de valeur, puis est-ce qu'il y en a d'autres qu'on devrait ajouter. Donc, un exemple notamment avec Numana que je suis au courant, c'est les fameux think tanks qui deviennent des espaces de création de valeur, d'échange, où est-ce qu'on invite différents rôles, différents acteurs en fait de l'écosystème pour venir échanger finalement des connaissances. Mais ça pourrait être un bon exemple. Un autre modèle
Un autre modèle existant, c'est le écosystème Pie Model, donc simplement l'espèce d'effet de tarte. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à gauche. C'est réellement, en fait, chaque pointe de tarte représente un rôle d'acteur. Et la ligne, c'est en fait la dépendance entre différents acteurs. Donc là, je veux m'assurer que je ne perds pas personne avec ma description. Elle peut être simple, mais complexe en même temps, dépendamment où est-ce que vous regardez. Donc, si on regarde à gauche, il y a vraiment des petits points qui sont alignés avec une ligne. Donc, avec ma souris, je peux vous le montrer juste ici. Et ça fait en sorte que l'ensemble de cette dépendance-là, on pourrait retrouver plusieurs lignes avec différents niveaux de dépendance entre acteurs. Donc, on peut être dépendant soit par notre modèle d'innovation, ça peut être dépendant aussi avec l'ensemble des modèles de financement. Donc, il y a différents degrés là, de dépendance. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la couleur que j'ai mis là, en orange, la transparence, parce que par rôle d'acteur, à ce moment-là, on retrouve un espace de création de valeur. Et donc, si on regarde maintenant le modèle à droite, où est-ce qu'il y a des post-it, c'est réellement un exercice super intéressant quand on veut comprendre notre positionnement, oui, de notre organisation, si on est au centre en tant, par exemple, que prestataire ou un grand intermédiaire d'innovation. Au sein d'une grappe notamment, bien, c'est sûr et certain que c'est intéressant de faire cet exercice-là pour comprendre les liens entre les différents acteurs. Donc, les liens, on peut les dire en fonction de la capture de la valeur qui serait existante dans l'écosystème. Ça peut être aussi d'aller créer de la nouvelle valeur ou ça peut être des relations en fonction de nos activités ou encore de nos ressources. Donc, ça l'amène en fait 4 angles d'analyse des différentes relations. Donc, c'est vraiment un super outil pour déterminer les combinaisons de création de valeur de l'écosystème. On n'a pas nécessairement le temps d'aller en profondeur, mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir d'autres discussions là, sur ce modèle-là. Notamment parce qu'il se porte bien pour faire des séances, par exemple, de design thinking en équipe ou lorsqu'il y a plusieurs profils d'acteurs qui doivent contribuer pour positionner finalement l'écosystème. C'est un bel outil. Un autre modèle. Donc, l'autre Excuse-moi, modèle, je ne sais pas si tu as vu ma main, oui. je m'excuse, Non, c'est ça, je ne l'ai pas tantôt. vu. Vas-y, Je vas-y. l'ai pas vu, merci. Écoute, juste rapidement, avant que tu plonges ici, pour le bénéfice de tous, juste partager, pour Numana, on a réalisé donc une cartographie en compagnie d'HEC et d'Annie au niveau du positionnement de Numana, puis au niveau des Living Labs en santé. Qui se dédie là, au vieillissement de la population. Donc, nous, c'est important qu'on positionne cet écosystème qui est en mouvement continu. Là. On s'entend, là, on en a identifié 4 lors de l'exercice, lors de la cartographie. Donc, 4 Living Labs à maturité là, différentes sur les enjeux du vieillissement de la population pour le maintien à domicile et donc dans des approches très préventives. Donc, et déjà, ben, il y en a 2 nouveaux là, qui sont apparus sur le radar. Donc, ce que je veux partager, c'est que ces outils nous aident à nous positionner dans le temps. Et c'est des outils qu'on doit faire vivre aussi après. Par le passé, malheureusement, c'est des outils qui sont réalisés et qui sont tablettés. Il faut les faire vivre. Et par les faire vivre, ben, on les fait vivre avec l'écosystème, avec la communauté. Et en partageant ces outils, ben, on est capable, là, comme je vous partage, nous, on a maintenant 2 nouveaux Living Labs sur le radar qui se positionnent dans cet écosystème. Donc, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire pour toute organisation qui cherche à faire vivre l'innovation, pour démarrer, avoir une carte postale ou une photo là, de l'état des lieux actuels. Donc, et pour nous, ça nous aide beaucoup à positionner cet écosystème, puis ça nous aide aussi à amener de la création de valeur au niveau préventif, là, parce qu'on sait que le système de santé en ce moment, ben, on est dans une dynamique de santé durable, on est beaucoup plus à vouloir être préventif, désengorger le système de santé. Et ces écosystèmes de santé durables autour du vieillissement de la population sont des modèles qui sont très, très inspirants, très audacieux. Et je conclurai juste en disant que ça nous positionne aussi dans l'écosystème international parce que c'est inversé tout ça. Hein. Nous, ça nous aide. Ce matin, j'étais avec le Portugal et avec la Finlande pour placer et parler de nos projets Living Lab, maintien, soins à domicile sur des perspectives de prévention à nos vis-à-vis au Portugal et à la Finlande. Puis,
Ça nous amène vraiment à avoir un état des lieux sur l'aspect ruralité aussi. Au Québec, on a vraiment des enjeux ruraux. J'entrerai pas là-dedans, mais l'exercice d'une telle cartographie nous amène des indicateurs, des grands risques au niveau de la ruralité et des risques au niveau de la santé là, sur le terrain. Donc, voilà. Non, c'est super, merci pour l'ajout. Puis, c'est sûr que ça nous amène aussi à dire qu'il y a plusieurs niveaux maintenant d'écosystèmes, puis il faut aussi les capter. Il y a différents outils. C'est sûr que dans le cadre des cartographies qu'on a réalisées, on n'est pas allé jusqu'à l'étape de ressortir des données quantitatives, puis de pouvoir faire des nuages, par exemple, pour quantifier le degré de proximité, le degré de centralisation. Mais c'est évidemment des éléments que 4.0 avance là, dans le cadre des différents projets de recherche. Donc, on pourra avoir une cartographie, notamment des besoins de l'industrie qui nous amène à faire ce degré de précision. Mais c'est sûr et certain que c'est un exercice qui est fort utile parce que si vous regardez avec l'image maintenant de ce modèle-là, on a l'écosystème de création de valeur, donc plus au niveau de la génération de nouvelles connaissances, donc le knowledge écosystème. Puis on a aussi un autre niveau au niveau du l'écosystème d'affaires, donc davantage orienté sur la capture de ces connaissances-là, puis de pouvoir les appliquer finalement dans un modèle d'affaires. L'idée, c'est que chaque petit nuage de couleurs qu'on voit est finalement une communauté, donc un rassemblement des différentes organisations. Puis ce qui est intéressant, notamment avec cette illustration-là, c'est qu'on voit que le knowledge écosystème, c'est beaucoup d'acteurs, mais majoritairement dans une même communauté, alors que dans le business écosystème, on voit avec cet exemple-là qu'ils sont beaucoup répartis ici et là. Je trouve ça intéressant de faire cet exercice-là à un moment donné avec notre écosystème de santé au Québec, puis de pouvoir voir, mais est-ce qu'on est aussi concentré en fait pour l'écosystème de knowledge, ça, de connaissances. Ça, je trouvais ça intéressant. On n'a pas nécessairement fait cet exercice-là pour l'instant. Puis quand on regarde les différents rôles, ben en fait, on voit des lignes entre qui représentent finalement des relations entre notre rôle au sein de l'écosystème de connaissances, puis notre rôle au niveau de l'écosystème d'affaires. Puis là, c'est là qu'on peut voir qui sont les joueurs principaux finalement qui couvrent l'ensemble des communautés. Donc ici, c'est une façon, encore une fois, différente de visualiser, mais c'est vraiment pour vous donner différents degrés finalement de capture ou de cartographie de l'écosystème. Donc, on peut voir des relations entre différents niveaux à même l'écosystème. Tu sais, ça peut être toujours l'écosystème de la santé, mais avec différentes communautés. Un autre point, puis j'entrerai avec les acteurs, puis par la suite, Patrick, je vais t'inviter aussi à partager au niveau des profils des acteurs, parce que le modèle que je présente n'est pas celui qui est le plus exhaustif avec l'ensemble des rôles qu'on peut retrouver au sein là, d'un écosystème, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir facilement le représenter quelques rôles qui se démarquent. Donc, évidemment, on a le rôle de leader. Dominateur n'est pas approprié en français, mais disons leader serait la traduction réellement plus appropriée. Donc, c'est une position, comme on le connaît très bien, là, une position centrale ayant un contrôle un petit peu plus sur la création et la capture de la valeur, donc sur les deux niveaux, à la fois là, pour explorer de nouvelles connaissances puis d'exploiter ces connaissances-là. On a aussi le rôle de spécialiste. Donc, c'est une position qui est plus au niveau d'un segment d'affaires en particulier ou d'un secteur spécifique. Donc, on parle d'un fournisseur spécialiste, ça peut être un spécialiste au niveau de la génération de nouvelles connaissances. Donc, c'est assez varié, mais on se retrouve vraiment dans une niche, donc d'un segment beaucoup plus spécifique. Ensuite, on a un acteur à titre de fournisseur. Donc, c'est une position qui est jugée par le modèle plus marginale, mais c'est au sein d'un réseau où est-ce qu'on va créer vraiment de la valeur en contribuant à l'évolution même d'une communauté. Donc, plus un fournisseur de services à ce moment-là. Si maintenant on regarde le modèle à droite, c'est réellement basé aussi sur
le modèle de Pareto là, avec le 80%, 20%. Donc, on retrouve beaucoup plus de fournisseurs généralement dans un écosystème que des leaders et des niche players, donc des spécialistes. Mais donc, c'est intéressant ici de commencer à analyser où est-ce qu'on positionne les organisations pour voir est-ce qu'on a assez de spécialisation dans l'écosystème ou est-ce qu'il nous manque un peu de fournisseurs pour aller capturer finalement l'ensemble des services. Donc, un moyen d'aller qualifier finalement les différentes catégories d'acteurs, c'est avec la centralité. Donc, le degré de centralité, c'est réellement, est-ce qu'on retrouve un noyau beaucoup plus là, central dans l'écosystème, pareil comme l'image que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on parle d'une diversité de fonctions un peu disparate ou on parle vraiment d'une centralité des acteurs vers un même rôle ou vers une même chaîne de création de valeur? Donc, ça, c'est pour une dimension, la centralité. L'autre dimension, c'est la diversité. Donc, est-ce qu'on retrouve une grande concentration, en fait, d'acteurs ou est-ce que c'est moins fragmenté ou à l'inverse, beaucoup plus fragmenté? Donc, on utilise ça majoritairement pour aller qualifier différents rôles. Le dernier que je voulais adresser avant de donner la parole à Patrick, c'est majoritairement l'orchestrateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, on a la vue entre l'écosystème d'affaires et l'écosystème de connaissances. Bon, on peut être un leader dans un ou l'autre des écosystèmes, mais l'orchestrateur va finalement pouvoir aller jongler entre les deux écosystèmes puis de pouvoir s'assurer de redistribuer l'ensemble des capacités, l'ensemble des connaissances, puis l'ensemble des services. Donc, on parle vraiment plus d'un keystone acteur, donc un orchestrateur qui va pouvoir redistribuer l'ensemble des connaissances. Ce rôle-là est primordial dans un écosystème, puis il y a encore des écosystèmes en date d'aujourd'hui que ce rôle-là n'est pas 100% rempli et c'est important de le réaliser pour s'assurer de générer puis de redistribuer la création de valeur. Là-dessus, Patrick, je t'invite à nous parler des différents rôles. À toi la parole. D'abord, merci beaucoup, Annie. Et puis, je pense que tu as soulevé, à mon avis, un sujet essentiel sur les écosystèmes d'innovation. C'est-à-dire qu'un écosystème d'innovation, ça repose sur un certain nombre de gouvernance par des acteurs spécifiques. Il y a eu des articles magnifiques dans la littérature qui sont sortis en disant que pour qu'un écosystème fonctionne, il faut un certain nombre de rôles comme il faut un orchestrateur, il faut un energizer, il faut un webmaster, il faut un community manager, etc. Il y a une douzaine de rôles qui sont coordonnés au sein d'un mécanisme de gouvernance, qui sont coordonnés. Et la leçon de tous ces papiers, c'est que s'il n'y a pas ces rôles-là, il n'y a pas d'écosystème, ou l'écosystème s'effondre. Et donc, je pense que c'est une leçon majeure de la théorie des écosystèmes aujourd'hui. Et l'autre chose qui est très importante, je crois, c'est que tu l'as juste dit à la fin, l'un des aspects très importants de ces rôles, c'est quand on essaye de coordonner ou de coupler deux écosystèmes. Des sources immenses de valeur résident évidemment dans le couplage de deux écosystèmes. Et très souvent, quand on cherche à coupler deux écosystèmes, on est dans une situation que les sociologues appellent de trou structurel, où la création de valeur, c'est arriver à tisser des liens entre les deux écosystèmes, par exemple santé et vieillissement. C'est là où justement le rôle spécifique de certains acteurs devient encore plus important. C'est-à-dire que la coordination d'avoir un orchestrateur, energizers, etc., community manager, boundary spanner entre deux écosystèmes, donc un certain nombre d'agencements de rôles est indispensable. Et toutes les études qu'on a pu mener à Mosaïque avec Annie, notamment sur les écosystèmes qui fonctionnent bien, que ce soit celui, évidemment, il y en a beaucoup dans la santé qui fonctionne très bien au Québec, mais par exemple, l'émergence de l'écosystème d'intelligence artificielle au Québec, on retrouvera toujours cette espèce de, moi j'appelle ça une communauté entrepreneuriale, d'acteurs qui ont des rôles divers, complémentaires et qui assurent la création de richesses au sein des écosystèmes. Donc je pense que c'est un sujet qui est un beau sujet à étudier. Tout à fait. Merci et merci Patrick. Pascal? Oui, merci beaucoup, Patrick. Franchement, là, à chaque fois, là, c'est toujours de la magie que tu nous partages. Il faut t'entendre plus souvent, là. Ton partage de connaissances est essentiel dans nos écosystèmes d'innovation. Merci encore une fois. Je voulais juste nommer, pour faire du pouce sur ce que
Annie et Patrick partagent, l'importance pour ces écosystèmes de cohabiter ou du moins commencer à trouver des points d'ancrage. Puis mes vis-à-vis à l'innovation sont dans la pièce aujourd'hui. Au niveau des autres projets de cartographie que nous avons en cours. Donc, nous avons l'appui, Kim Fredericks est ici, là, donc ma vis-à-vis à l'innovation qui pilote le projet de la cartographie d'innovation, d'écosystème d'innovation pour le milieu de la proche aidance au Québec, puis Claudia Vezo, du côté du groupe Entreprises en santé, qui pilote, elle, de son côté, la cartographie de l'écosystème d'innovation, santé mieux-être durable au travail. Donc, ensemble, les trois, ça, c'est juste un petit partage là, de la recette. Mais pour nous, c'est important de se déposer les trois ensemble de manière là, organique, là, pas nécessairement structurée, mais minimalement 1 à 2 fois par mois pour s'assurer de cette veille que nous amènent les projets de cartographie pour faire ces liens-là dont Patrick parle, qui sont le début très important d'ancrer nos écosystèmes qui s'adressent à la santé au sens large. Je le répète, l'appui, c'est au niveau de leur rôle d'orchestrateur de l'approche aidance au Québec. Et la même chose du côté du groupe Entreprises en santé, qui est l'orchestrateur de la santé mieux-être au travail. Donc, ça fait pour nous tout son sens d'être capable d'avoir et cohabiter ces éléments clés de santé durable dans une perspective là, d'être dans une approche de cohésion. Puis la cohésion aussi, en ce moment, en santé, avec tout le niveau de complexité, en plus des polycrises, ben, ça nous prend ces ancrages-là avec ces leaders d'écosystèmes-là. Donc, je tenais à le nommer. Tout à fait. Merci, Pascal. On est justement à l'étape de faire un zoom plus approfondi sur la démarche. Donc, les différentes étapes avec les 3 exemples et des recommandations à la toute fin. Je vais quand même vite au niveau des étapes, mais l'idée à la base, c'est de sortir vraiment c'est quoi l'objectif final. Puis ça, c'est ce qui est le plus difficile, là, de pouvoir dire c'est comment je veux voir la carte en tant que livrable pour être en mesure de la réutiliser après pour réaliser des objectifs dans mon organisation. Si par exemple on est un orchestrateur d'un milieu. Donc ça, c'est très itératif. On n'a pas nécessairement la réponse dès l'étape 1, mais il faut la commencer à cette première étape-là pour vraiment guider après les efforts, puis de mieux connaître aussi les frontières de l'écosystème. Tu sais, est-ce qu'on fait une capture d'un seul écosystème ou est-ce que c'est une combinaison d'écosystèmes? Dans le cas, par exemple, de l'appui, ben, c'est l'écosystème de la transformation numérique dans le milieu de la proche aidance. Donc, on se retrouve avec 2 écosystèmes qu'on essaye de combiner. Tout avec les particularités finalement des 2 écosystèmes. Puis par la suite, ben, on commence la collecte de données. Donc tout ça dans l'étape 1. Dans l'étape 2, c'est de développer un réseau à multiniveau. Donc, de vraiment garder la conscience qu'on a un micro, méso, exo et macro niveau finalement d'un écosystème pour être en mesure d'identifier les différents acteurs qu'on peut déterminer comme étant des nœuds, là, les cercles dans une carte, puis les différentes relations qui sont des arêtes, donc des lignes entre les différents acteurs. Donc, il faut représenter finalement ces différents réseaux. Ensuite, on a la 3e étape d'identifier les communautés. Donc là, on est plus dans les regroupements. On va vraiment aller identifier les tendances, les groupes qui sont similaires, de définir les catégories de liens. Ça prend énormément de temps, cette étape, parce que quand on fait une recherche avec des méthodes qualitatives, c'est des entrevues et donc il faut vraiment s'assurer de poser les bonnes questions pour comprendre les liens et ne pas insérer de biais finalement ou d'assumptions en fonction là, de ce qu'on interprète durant ces entrevues-là. Donc, c'est très important d'avoir différentes perspectives pour comprendre les liens et mieux combiner finalement les chaînes de valeur. La 4e étape, c'est de reconnaître et qualifier les rôles stratégiques des communautés puis des acteurs. Donc, une fois qu'on a bien saisi les réseaux, les regroupements, les liens entre les acteurs, là, après ça, on peut avoir une vue un petit peu plus zoom out, donc de prendre un petit peu plus de distance avec la cartographie pour après aller se poser des questions sur c'est quoi les rôles stratégiques des acteurs, des communautés, puis après ça, d'identifier au niveau les espaces d'échange que je parlais tout à l'heure, les espaces de création de valeur. Donc, c'est vraiment aussi une étape un petit peu plus là, de réflexion.
Passons maintenant le temps au niveau des différents cas, donc les 3 qu'on présente, donc l'écosystème de Living Lab en santé connectée pour le vieillissement à domicile au Québec. Alors, ce qu'on a fait, c'est exactement l'image à droite. On a identifié des acteurs, mais on s'est surtout concentré sur la création de valeur pour comprendre c'est quoi les pratiques clés pour créer de la valeur au sein de l'écosystème d'innovation. Puis les bénéfices que ça l'a amené notamment, ben c'est là on peut comprendre c'est quoi les mécanismes de gouvernance de ce Living Lab. On peut aussi mieux cerner qui fait quoi ou encore c'est quoi les spécialisations de chacun pour, veut pas, mieux accompagner finalement l'écosystème. Puis ensuite, bien, ça peut être de capturer effectivement les nouvelles connaissances pour partager ce fabuleux modèle de Living Lab dans d'autres écosystèmes. Donc évidemment, on en parle beaucoup en santé en termes d'expérimentation, mais il pourrait aussi avoir finalement un partage de ces connaissances-là, autant dans l'autre projet qu'on parlait, par exemple, de santé durable ou encore de proche aidance. Donc, de comprendre ces Living Labs, comment qu'ils ont été établis, c'est quoi les pratiques, ça permettrait effectivement d'assurer une distribution finalement de la création de valeur. Deuxième cas, c'est celui de l'écosystème d'innovation en santé durable, mais idéalement, au début, c'est en santé et mieux-être au travail au Québec. Donc, en fait, ici, on vient à ce moment-là identifier des acteurs. On vient comprendre c'est quoi la relation avec ces acteurs-là. Est-ce qu'ils forment une ou plusieurs communautés? Puis ensuite, on identifie la création de valeur et donc les liens aussi entre les différentes valeurs créées parce que ça vient former des chaînes de valeur. Et cet exercice-là nous permet justement de comprendre peut-être que ce qui se démarque, c'est plus des binômes, des relations d'affaires entre différents acteurs. Puis à ce moment-là, il peut avoir un rôle d'intermédiaire d'innovation pour capter ce qui se fait dans cette relation-là, pour pouvoir finalement donner, repartager la valeur au sein de l'écosystème. Donc, un exemple très concret, il peut y avoir une organisation qui collabore avec un fournisseur de services, puis la génération de valeur qui va être réalisée, elle n'est pas nécessairement capturée puis redonnée par la suite à une autre organisation. Donc, il peut y avoir quelques silos, en fait. Donc, c'est intéressant de comprendre ce phénomène-là pour pouvoir soit briser les silos ou soit pouvoir créer des communautés, rassembler des organisations qui ont les mêmes besoins, puis de pouvoir partager finalement cette chaîne de valeur-là. Donc, ça permet de faire évoluer les modèles d'affaires, mais aussi de faire croître l'écosystème. Donc, c'est intéressant de pouvoir aller capter ces différents liens au niveau de la création de valeur. Je ne sais pas, Pascal, si tu voulais ajouter un point, je vais peut-être un peu vite. À toi de me dire. Ouais, ben non, ça va. Puis je pense que c'est correct pour laisser de la place à la discussion avec avec nos participants, tu sais, mais je voulais juste nommer pendant que tu présentes nos 3 cas. Tu sais, là-dedans, moi, une des grandes créations là, de valeur que je vois déjà là, apparaître, c'est transversal, c'est au niveau des freins à l'innovation. Ça, avec ces outils-là, on est capable d'aller capter quels sont nos grands freins dans ces écosystèmes qu'on vous présente ce matin. Puis les freins sont multidimensionnels, mais je tiens à le nommer, ils sont d'abord humains. On est vraiment dans une approche de théorie du changement avec ces outils pour voir, OK, où les blocages existent et comment on est capable d'amener une transformation. Puis tu l'as nommé, là, Annie, tu sais, dans le cas de l'appui puis du groupe Entreprise en santé, pour eux et pour nous aussi, pour Numana, c'est un outil aussi qui nous aide à notre propre transformation en tant qu'organisation et l'importance d'embrasser le changement. Donc ça, je pense que c'est important à nommer que ces outils-là nous engagent dans une démarche d'ouverture à embrasser l'innovation et pas freiner. Vraiment être dans une ouverture, puis embarquer dans un processus qui nous amène à s'ouvrir finalement. Puis ça, c'est une posture d'innovation, puis c'est la culture d'innovation qui aussi est en train d'être mise en place au travers de la transformation que permet ces outils. Je vais arrêter là. Merci Pascal. Puis, c'est intéressant aussi parce qu'avec le cas 3, donc plus l'écosystème de transformation numérique du milieu de la proche aidance au Québec, et là, on parlait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les 2 écosystèmes. Donc, on voit l'écosystème A qui serait celui de la transformation numérique, l'écosystème B qui serait celui de la proche aidance. Et là, on retrouve des acteurs dans chacun des écosystèmes. Il y a des acteurs qui n'ont aucun lien.
Il y a des acteurs qui ont un lien direct sans intermédiaire, puis il y a d'autres acteurs qui ont des liens avec un intermédiaire. Puis là, c'est de se poser la question, mais la création de valeur, par exemple, d'un fournisseur de transformation numérique, puis la création de valeur d'une organisation, par exemple, en accompagnement à la prochaine danse, bien, comment qu'on peut faire pour s'assurer que les deux chaînes de valeur se recroisent? Puis comment qu'on peut faire pour combiner finalement cette chaîne-là avec un rôle spécifique d'un intermédiaire d'innovation qui permettrait de voir, OK, bien, voici la valeur qu'on peut en retirer de cette relation-là et voici, on peut la redonner finalement à une autre chaîne de valeur ou à différentes organisations. Donc, c'est vraiment dans cet esprit de combinaison de chaînes. Et donc, les différentes actions, bien, c'est sûr qu'il faut identifier les acteurs, il faut représenter les multiniveaux avec les différents rôles. Il faut aussi analyser les dimensions qui qualifient là, ces liens de collaboration ou de complémentarité ou en fait même de transactionnel. Là. Ça peut être aussi d'affaires, même si on est plus dans une capture là, au niveau d'organisation communautaire puis de partage et d'échange. Et puis ensuite, on parle aussi d'identifier le rôle d'intermédiation. Donc ça, c'est des actions qu'on va réaliser, puis les bénéfices qu'on peut imaginer, notamment en pensant à travers ces étapes-là, c'est de mieux positionner le rôle intermédiaire au sein d'un écosystème que je juge émergent, mais évidemment, ça peut être aussi un ancien écosystème puis qu'on veut revalider le positionnement. Ça peut être aussi d'ajuster finalement l'ensemble des actions qui sont mises en place ou l'ensemble des pratiques. Donc, c'était les 3 exemples, évidemment, qu'on voulait partager. On conclut le tout avec, évidemment, les étapes de démarche qu'on vous a présentées au niveau de la présentation. Donc, encore une fois, les acteurs, se concentrer sur les pratiques, ensuite les relations, puis ensuite les chaînes de création de valeur. Donc, ça, c'est réellement les 4 démarches, les 4 étapes de la démarche en bref. Je veux vraiment m'assurer d'avoir du temps d'échange avec vous. Donc, au niveau des recommandations, il y en a 3 principales. On parle des espaces d'échange. Donc, évidemment, étant donné qu'un écosystème, c'est basé sur des relations informelles, bien, il faut donner des espaces. Il faut donner des occasions d'échange pour pouvoir, oui, discuter entre nous, oui, créer de nouvelles relations, mais aussi échanger au niveau des rôles, des pratiques. C'est vraiment primordial. Une deuxième recommandation, c'est le transfert des connaissances. Donc, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, le positionnement des intermédiaires d'innovation, c'est en fait de pouvoir, oui, capturer ce qui se génère là, comme valeur, mais ensuite de le redistribuer, de le rééchanger au niveau des 2 écosystèmes d'affaires et de connaissances pour s'assurer vraiment qu'il y ait un partage à nouveau. Donc, le transfert des connaissances essentiel également. La 3e recommandation, c'est la valorisation des pratiques et des chaînes de valeur existantes. Donc, sincèrement, on a vu notamment, puis c'est pas à travers les 3 projets de cartographie, là, mais il y a réellement une incompréhension nécessairement sur le rôle attendu d'un orchestrateur. Peut-être que pour l'orchestrateur lui-même, ça peut être bien compris, bien appliqué, mais les autres organisations pourraient avoir aussi une incompréhension face à ce rôle-là ou avoir une difficulté de se positionner. Donc, ça va créer certains déséquilibres. Puis, un exercice de cartographie permet d'aller voir c'est quoi les manquements dans l'écosystème. Donc, est-ce qu'il y a des rôles qui ne sont pas nécessairement pris par une organisation? Est-ce que l'orchestrateur a réellement cette emprise sur l'écosystème de connaissances puis l'écosystème d'affaires? Donc, c'est réellement différentes recommandations. Puis, évidemment, j'invite Pascal, puis par la suite Patrick, à pouvoir échanger au niveau de vos recommandations si vous en voyez d'autres. Puis sinon, j'ouvre la période de questions. Patrick, je te laisse amener ta perspective. La seule que j'ajouterais, c'est qu'il faut que ça vive. Une fois ces recommandations-là, elles doivent vivre. Parce qu'au-delà, je reviens à l'exercice que j'ai trop souvent vu de mon côté en innovation depuis le temps que je gravite, c'est que très souvent, ces outils sont tablettés. Parce qu'il y a besoin de développer des bonnes pratiques sur faire vivre ces cartographies-là, parce qu'elles sont vivantes. Elles doivent vivre avec l'écosystème. On doit créer les 3 grandes recommandations doivent bien
doivent bien être en place pour que ça puisse vivre et être bonifié, évoluer dans le temps. Je reviens à celle au niveau des Living Labs, au niveau du maintien, puis de la prévention pour la santé des aînés. Ben, comme je le nommais, nous étions à 4 l'année dernière, en 2021, quand on a débuté les travaux de la cartographie, puis en 2023, nous sommes à 6. Et là, nous, on a comme rôle d'orchestrateur de faire vivre cette cartographie-là et d'animer des lieux, que ces Living Labs-là se rencontrent, se déposent, puissent échanger sur leurs bonnes pratiques, parce que c'est aussi ça, l'outil, ça permet de venir solidifier le rôle de nos organisations qui ont ce rôle d'innovation, à faciliter ces moments de rencontre, valoriser les connaissances et aussi partager les outils qui sont développés en cours de route, parce que ce qu'on voit dans les Living Labs en santé, c'est que chacun a des outils, des métaux, des processus qui sont différents et très complémentaires. Et donc là, on voit une accélération sur le terrain avec les Living Labs de partager ces outils pour dynamiser les modèles qui se mettent en place aujourd'hui, des apprentissages de ceux qui ont un peu plus de maturité. Donc, je prends celui, par exemple, de la ville de Côte-Saint-Luc, là, qui est le Living Lab en ce moment, qui est le plus mature dans la mesure où il est venu s'installer par-dessus la ville intelligente que la ville de Côte-Saint-Luc avait déposée lors de l'appel aux villes intelligentes d'Infrastructure Canada. Donc, leur initiative Village. Donc, eux, c'est vraiment le moteur, c'est le communautaire. Puis là, ils sont en train de développer un Living Lab par-dessus pour les 3 prochaines années pour, OK, comment on bâtit ce tissu communautaire-là, d'où vient l'innovation, puis c'est quoi la trajectoire de la personne qui est isolée, vulnérable, seule dans son quotidien. Donc, et là, rapidement, c'est de transférer ces outils vers les autres Living Labs qui sont en cours pour qu'on puisse tout de suite également capturer les données et les comparer. L'objectif d'avoir des comparables, c'est archi important en ce moment pour les besoins du terrain, là. Donc, ouais, voilà, c'est ce que j'ajouterais. Merci, Pascal. Oui, je vois Joanne Castonguay qui a une question. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Annie, pour une excellente présentation. Vraiment, c'est très intéressant. Puis la variété des possibilités que ça ouvre, c'est vraiment fantastique. Moi, la première question que j'avais, en fait, c'est un peu lié à ce que Pascal vient de dire, là, c'est comment on s'assure que ces initiatives-là survivent, vivent. Est-ce que, en fait, ben, il y en a plusieurs là, qui m'intéressent. Là. Nous, on est, comme vous le savez peut-être, on est vraiment très impliqués là, dans un projet sur le soutien à domicile suite à un mandat là, du gouvernement. Puis il y a l'équipe de Patrick qui a collaboré à la construction d'une cartographie sur les services de soutien à domicile. Mais justement, c'est quoi les obstacles à la viabilité de ces initiatives-là? Parce que moi, je peux imaginer là, parce qu'on en a parlé, puis là, OK, la propriété intellectuelle est acquis, la propriété intellectuelle de ça, mais on veut le faire dans le respect. Puis effectivement, il faut les faire vivre, mais elles vont être vives et utiles que dans que si elles sont transparentes, c'est-à-dire que si elles sont accessibles et publiquement disponibles. Bref, c'est toutes les questions que je me pose. Avez-vous quelque chose? Pouvez-vous m'aider? Oui, non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis évidemment, je veux que Patrick, si tu as un mot à dire, je t'invite à partager. Puis ce qui me vient en tête, le premier point, c'est qu'il ne faut pas avoir en tête qu'une cartographie, c'est statique. Non, Puis non. je pense qu'on fait une capture qui se veut être statique, puis c'est important que dans ces projets-là, que le modèle peut survivre. Puis donc, ça donne l'outil finalement à l'organisation de pouvoir refaire l'exercice, puis même de penser à le comparer à une autre organisation. Je serais très curieuse de comparer le modèle qui va ressortir finalement du projet avec l'appui et le projet du groupe Entreprises en santé ou encore avec celui que tu as mandaté, en fait, Joanne. Donc, c'est super intéressant de faire cette comparaison par la suite pour voir ça va nous amener où dans le temps. Mais je m'arrête là. Patrick, je veux te laisser. L'un des obstacles qu'on a observé, pas à Montréal, mais je travaille pas mal aussi à Strasbourg, c'est justement le fait que souvent, il y a plusieurs orchestrateurs qui se font concurrence et qui se tapent dessus.
Mais c'est important, ça. C'est-à-dire que quand il y a des écosystèmes, Ouais. on dit bah, il y a des orchestrateurs, il y a des boundary spanners, etc. Donc il y a une gouvernance qui fait que l'écosystème est viable. Sauf que dans certains cas, bah, il y a une compétition entre différents orchestrateurs qui cherchent à imposer leur légitimité. Et souvent, les pouvoirs publics sont complètement démunis. En fait, j'ai des exemples catastrophiques à Strasbourg sur le sujet, montrant que certains écosystèmes, notamment dans le domaine de la santé, ont échoué parce qu'il y avait des conflits. Et donc, l'un des problèmes, c'est d'arriver à gérer ces conflits, à aligner les... Et c'est quelque chose qui est difficile. Voilà. Merci. J'ajouterais, Joanne, comme j'ai déjà mentionné dans le passé, et puis on a coécrit là-dessus, Laurence et moi, que je salue. C'est une partie des indicateurs de performance qui sont donnés à plusieurs organisations qui jouent des rôles différents, dont des rôles d'orchestrateurs dans les écosystèmes d'innovation. Ces indicateurs de performance-là font en sorte qu'on pousse un certain isolationnisme et moins de collaboration. Donc, moi, j'ajouterais, moi, en fait, j'avais une question. Pascal, tu as mentionné qu'avec ce genre de cartographie-là, vous êtes capable d'identifier les obstacles à l'innovation. Donc, j'aimerais que tu nous donnes des exemples pratico-pratiques de comment vous faites ça. Merci, Catherine. Au niveau pratico-pratique, ce qu'on voit, en fait, dans le processus des cartographies, puis là, je donne un exemple, mais dans le processus, dans la méthodologie, il y a des entrevues semi-dirigées avec les acteurs, là, les têtes de réseau qu'on appelle. Donc, on a des entrevues semi-dirigées avec une vingtaine d'acteurs, des écosystèmes là, dans lesquels on avance et on fait graviter ces cartographies. Et dans le cadre de ces entrevues semi-dirigées, c'est là que ça sort. C'est là qu'on entend, de par la nature des questions qui sont posées et même juste naturellement amenées par nos têtes de réseau qui répondent à l'appel dans les entrevues semi-dirigées, dans le cadre de ces projets, ils le nomment. Ils nomment les différents freins à l'innovation qu'eux vivent dans leur réalité, dans leur quotidien, dans leur écosystème, dans leur réalité. Donc, ça nous donne beaucoup de, comment dire, de connaissances par rapport aux principaux freins qui existent en matière d'innovation. Puis, tu sais, le premier, l'innovation fait peur. Tu sais, nous, ici, là, réunis ce matin, l'innovation, ça va, tu sais, on en mange à tous les jours. Et l'innovation fait peur. C'est un mot qui vient bloquer humainement l'individu à résister au changement. Donc, je vais m'arrêter là, mais c'est dans le cadre des entrevues semi-dirigées avec les acteurs sur le terrain et qui sont dans des positions de vraiment voir les freins se répéter, se répéter, se répéter. Et ça use aussi. Et l'innovation peut vivre de l'épuisement. Puis en ce moment, on gravite avec beaucoup d'épuisement autour de l'innovation. Et ça, ben, c'est effet conséquence des freins. Parce que si on embrasse le changement, ben, c'est sûr qu'on est dans une posture de faire évoluer nos modèles. Mais je vais m'arrêter là. Je ne sais pas, Patrick ou Annie, si vous avez autre chose à ajouter là-dessus. Enfin, je vois que Joanne a une autre question, mais... Ben, en fait, c'est pas tellement une question comme une idée. Puis peut-être que ça n'a aucun bon sens, là. Mais il y avait beaucoup de dimensions aux cartographies que tu nous as présentées, Annie. Oui. Ça serait-tu cartographiable, les obstacles dans un écosystème? Exactement. C'est une des pistes, en fait, qui nous amène à identifier, notamment, je pense que ça se dégage plus pour l'appui, en fait, avec le projet de transformation numérique, parce que on est en mesure de voir l'ensemble des besoins et des problématiques soulevées. Et donc, on pourrait faire une cartographie à partir de ces besoins-là. Ça fait référence un peu à la slide là, du modèle où est-ce qu'on voit les besoins puis qu'on est capable de mettre un code de couleur sur quelles sont les organisations qui proposent ce service-là. Et donc, après ça, ça l'aide à pouvoir identifier bien, quelle est l'offre de service pour contrer ces besoins-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une différence entre enjeux, besoins et problèmes. Maintenant, là, on peut jouer avec les mots, mais l'idée, c'est à travers les entrevues, on a réellement cette capture d'enjeux. Et là, il faut être en mesure de les cartographier, effectivement. Mais tu peux cartographier le besoin de ton acteur, ta population cible, là, comme les personnes âgées, par exemple.
mais le besoin des acteurs pour être capable de créer la valeur qu'ils souhaitent, qu'ils visent à porter. Donc, Tout à fait. OK, donc C'est deux donc degrés. ta cartographie faisait partie de ça quand tu parlais du Exactement. besoin. OK. Et c'est vraiment l'enjeu de la cartographie, là, c'est la granularité jusqu'à où on va pouvoir aller. Parce que si on pose juste une entrevue pour une organisation, ben, il y a des billets qui se glissent. Il faut absolument pouvoir capturer différents angles pour être capable de dire oui, OK, ça c'est vraiment un enjeu de l'organisation et c'est pas juste un enjeu mal interprété par un employé, par exemple. Donc, il faut aller dans cette granularité-là. Mais c'est pour ça que c'est itératif. Puis une première revue ou une première capture, c'est impossible d'aller chercher l'entièreté des granularités avec seulement 20 entrevues. Mais il faut s'arrêter à un moment donné, là, mais oui. Merci. Je vois une question de Laurence et ensuite de Suzanne Usher. Pascal, voulais-tu réagir ou c'était une question avant que Laurence pose sa question? C'est bon? Oui, je veux juste rebondir rapidement, juste un autre frein qui est majeur, puis c'est au niveau de nos gouvernances. Puis je ne veux pas aller trop loin parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais nos gouvernances, en ce moment, il y a un besoin d'accompagner nos gouvernances de nos structures dans des processus clairs d'innovation. Parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Très bel ajout. Laurence. Oui, merci beaucoup. Super présentation, super inspirant. Puis en fait, c'était deux choses. Une qui n'est pas nécessairement une question, mais en écoutant la présentation, je sais que je comprends qu'on est au niveau des écosystèmes, mais je me rends compte qu'au niveau de mon travail, par exemple, chez Desjardins, où on est en train d'essayer de développer l'innovation en données et analytiques, ben en fait, faire une cartographie, c'est énorme. On est rendu à 57 000 personnes. Juste à l'interne pour nous aider à faire ça, je trouve que cet outil-là, ce type d'outil-là peut être vraiment utilisé à plusieurs niveaux. Donc, c'est juste quelque chose que je voulais partager. Puis l'autre truc, dans les exemples, on restait en santé, puis les éléments étaient comme, il y a quand même des liens avec la santé, mais je pense par exemple au travail qu'on avait fait avec Patrick et Catherine sur, voyons, c'était l'aérospatial et l'IA, en fait. Donc, ils sont un petit peu plus disjoints, où il y a moins de relations. Et donc, dans ces cartographies-là, comment on pourrait les faire, puis essayer de trouver un moyen de... C'est un peu le but là, du projet qui avait été fait, mais d'arrimer les deux. Donc, vraiment, l'aérospatial qui se rend compte qu'il y a une évaluation vers le numérique, tout l'écosystème numérique qui est de son côté, puis qui ne se parle pas nécessairement entre eux. Donc, comment on peut réfléchir peut-être à des cartographies qui pourraient améliorer ou aider à arrimer mieux ces écosystèmes pour favoriser encore une fois l'innovation? C'est vrai. En fait, mon seul point, je dirais, c'est qu'il n'y a pas énormément de modèles existants qui nous amènent à joindre les écosystèmes ensemble parce que chaque écosystème a aussi une façon différente finalement là, de créer même de la valeur. J'ai pas vu énormément de modèles, mais je pense qu'on est à l'étape où est-ce qu'on peut jouer avec ces modèles-là pour être en mesure de voir quel qui serait le plus approprié dans cet exercice-là de combinaison de deux écosystèmes. Puis, tu sais, on n'a pas parlé des méthodes, Catherine, de statistiques puis quantitatives, mais ça l'amène à un autre degré là, de granularité incroyable pour être en mesure de mieux capter ce qui se fait. Effectivement. C'est ce qui m'intéresse moi, là, mais... Mais Laurence, dans ce qu'on avait fait sur les écosystèmes d'IA et aérospatial, pour aider à faire prendre la mayonnaise ou à jouer le rôle de marieuse, c'est qu'on confrontait avec certains résumés d'articles de brevets les deux communautés et on les présentait devant des signaux qu'on jugeait comme étant faibles pour voir si ça avait de l'avenir ou si c'était juste un artefact qu'il fallait jeter. Patrick, on avait travaillé avec Christophe Lecomte de TKM là-dessus, mais des fois, juste en présentant les mots-clés jumelés et utilisés dans un même résumé d'article ou de brevet, on réussissait à allumer l'étincelle de « Ah, c'est peut-être une solution à mon problème ». Donc, en mettant les gens autour d'une table où on leur présentait une série de mots-clés, de résumés, des fois, ils disaient « Hey, ça, là, cette simulation-là, ce serait vraiment utile pour mes recherches parce que moi, j'ai ce problème-là en ce moment, puis je cherchais à le résoudre. » Donc, de jouer les marieuses
avec des signaux faibles technologiques, peut être très, très puissant pour essayer de réduire les barrières à l'innovation qu'on perçoit comme des barrières ou comme un manque de connaissances. Donc, c'était une des solutions, mais je ne voulais pas laisser Suzanne en plan. Donc, Suzanne Houchard, si vous pouvez poser votre question. Je vois que notre temps est échoué en ce moment, mais non, merci beaucoup, une excellente présentation. Puis je comprends les préoccupations avec la granularité et tout, là, c'est vraiment complexe. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand on parle d'orchestrateur, on parle d'espace d'échange et on parle d'agents de liaison, vraiment qui sont essentiels. Et est-ce que vous voyez, est-ce que c'est possible d'identifier les espaces et les intermédiaires majeurs pour les valoriser? Parce qu'il me semble que souvent, dans notre écosystème, ce travail-là et ces espaces-là ne sont pas soutenus suffisamment pour permettre les liens de se former. Et est-ce que c'est un indicateur de pérennisation de l'écosystème d'innovation en soi, pensez-vous? Moi, je commence. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, le rôle d'orchestrateur est déjà reconnu, bien établi, mais d'autres fois, c'est un leadership aussi qui est donné par la communauté, sans nécessairement que le rôle soit officialisé. Donc, je trouve que la portion de leadership et la reconnaissance du rôle sont deux éléments très, très essentiels, en fait, pour nommer les orchestrateurs. Mais évidemment, je laisse la parole à qui le veut. Je peux répondre peut-être très rapidement dans ce qu'on aime bien présenter à Mosaic en termes de cartographie d'écosystèmes. C'est évidemment cette notion de upper ground, middle ground et underground qui met en évidence quelque chose qui nous semble très important aux écosystèmes. C'est qu'un écosystème, ça met en relation des entités formelles, des firmes, des laboratoires, etc., avec des entités informelles, des communautés, des talents, etc. Et donc, pour qu'il soit créatif, l'écosystème, et beaucoup de créativité naît dans le conflit, enfin dans le conflit, dans l'interaction entre ce qui est formel et informel, on doit mettre en place une couche que nous on appelle middle ground, qui est constituée de différents dispositifs pour faire connecter l'informel et le formel, donc des événements, des projets, etc. Et ce qui est vraiment important, c'est en fait la gouvernance de cette couche. Et alors, il y a des couches qui marchent de manière extraordinairement bien. Dans le domaine, on peut se situer à Montréal, dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine d'espace pour la vie, dans la TOU, ce sont des middle ground qui sont très remarquables. Mais évidemment, le problème, c'est la gestion de ces middle ground, la pérennité de ces middle ground, et le fait que l'informel et le formel doivent s'aligner un petit peu pour pouvoir conserver la richesse d'un middle ground. Et donc, oui, ces espaces intermédiaires sont fondamentaux, je pense. Merci. Merci, Patrick. Si je peux juste rajouter rapidement, nous, le positionnement de l'Humana, le leadership organique d'orchestrateur, ça s'est fait avec le terrain, puis les années, puis la confiance. Puis, je veux dire, ça vient du milieu, c'est l'écosystème, c'est le terrain, c'est le milieu qui nous a nommés comme orchestrateur. Puis ça, Annie, tu l'as mentionné, ça prend un positionnement qui est clair, oui, et également, il faut que ça vienne de la communauté. C'est la communauté qui identifie qui est le grand orchestrateur. Et ça, le lien de confiance humain aussi, les valeurs. Il y a un alignement de valeurs qui est clé. On parle de gouvernance, on parle de valeurs. S'en aller ensemble quelque part. Donc, c'est une grosse trajectoire qui positionne un orchestrateur seulement et par la communauté. Merci. Ça nous amène à la toute fin. Je veux juste, avant que tu prennes la parole, Catherine, je veux juste vraiment remercier tout le monde. C'était super agréable d'avoir l'échange. Puis, quand on partage des fois des projets de recherche, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette portée très pratique. Donc, voilà, merci à tous. À toi, Catherine. Très bien fait le mot de la fin, Annie. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup. Bon appétit à tous.